Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième conférence confinée qui est organisée par Alternativa et Action non violente COP21 dans le cadre du programme WUFEDER. La table ronde de ce soir va porter sur la question comment rendre les territoires résilients face aux crises. Et pour tenter d'apporter une réponse à cette question, nous avons avec nous ce soir la chance d'avoir 5 intervenants et intervenantes de champs très différents. Charles-Adrien Louis, cofondateur et co-gérant de B&L Évolution et co-auteur du rapport Comment s'aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5 degrés. Élise Dillet, membre de la Coordinaqueta de BC, une association basque qui a rédigé la feuille de route Bourouillavé, reprendre possession de nos vies. Éric Piolle, maire de Grenoble qui a adapté la mobilité de la métropole grenobloise en temps de coronavirus. Laurent Riche, adjoint au maire de Kingersheim, qui construit avec ses citoyens le monde d'après. Et Zoé Lavocat, responsable climat et territoire au réseau Action Climat et coordinatrice de la campagne alternative territoriale. Grâce à leurs expériences variées, on va pouvoir tenter ce soir de comprendre ce qu'est un territoire résilient et comment on peut le devenir. Et pour ça, on vous propose un déroulé en 3 temps. Un premier qui est consacré aux mesures qui sont déjà mises en place aujourd'hui sur des territoires et qui devraient être généralisées. Un deuxième sur des scénarios plus globaux qui pourraient être mis en place pour avoir des vrais territoires résilients face aux crises. Et une troisième question où on va répondre à des questions plus transversales que tous les spectateurs et spectatrices peuvent faire remonter aussi dans le chat. On va essayer de faire une petite sélection pour rendre la table, même si elle est à distance, quand même participative. Donc, pourquoi nous avons choisi ce thème pour la table ronde d'aujourd'hui? C'est évidemment aussi en réaction à l'actualité de la crise sanitaire actuelle qui nous rappelle fortement la fragilité de nos sociétés mondialisées, hyper spécialisées et indépendantes. Les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans ces temps de crise ont remis sur le devant de la scène des alternatives locales qui nous permettent d'atténuer certains chocs, comme par exemple les distributions alimentaires solidaires qui permettent de faire face aux problèmes d'approvisionnement, la vente directe de producteurs locaux face à des supermarchés bondés ou encore les déplacements à vélo face à des problèmes de pollution de l'air et de déplacement. Tout cela a mis en évidence notre besoin vraiment fondamental de territoires plus résilients, c'est-à-dire de territoires qui sont capables d'absorber des perturbations externes, des chocs, et de se réorganiser pour continuer de fonctionner. Parce que la crise sanitaire actuelle qu'on rencontre, si grave qu'elle soit, ne sera malheureusement pas le dernier choc auquel nous allons devoir face. Pour en citer quelques-uns, il y a le dérèglement climatique qui est en cours, un effondrement de la biodiversité dont on a tous conscience, et face à ça, il est d'autant plus important d'être dans l'anticipation et d'engager dès maintenant un travail de mise en place de plus de résilience sur le territoire et de développer des modes de production et de consommation alternatifs. D'ailleurs, certains territoires ont déjà pris des mesures dans ce sens et c'est de ces mesures qu'on va commencer de parler maintenant avec cette première partie de la table ronde. Et donc, je vais m'adresser à Éric Piolle. En cette période exceptionnelle de crise sanitaire, la mairie de Grenoble a mis en place des mesures exceptionnelles via la création, par exemple, de pistes cyclables. Est-ce qu'on pourrait appeler ça de l'urbanisme tactique qui permet d'aménager la ville pour reprendre les besoins de distanciation sociale, c'est-à-dire est-ce que ce sont des mesures dont vous pensez qu'en ce moment, ils sont importants pour faire face au choc? Et comment pensez-vous qu'on peut développer plus la résilience du territoire de Grenoble pour faire face aussi à de futures crises? Quels sont les secteurs dans lesquels il faudrait développer des alternatives? Alors, pour la deuxième partie de la question, le champ est vaste. D'abord, je crois qu'il est important de se dire que dans cette phase nouvelle, dans ce nouveau cycle, puisqu'on va vivre avec le Covid, on va vivre un nouveau cycle dont personne ne sait trop rien, hein, donc il faut accueillir l'incertitude. Je pense que c'est important de parler dans les gestes barrières de distanciation physique et pas de distanciation sociale, puisque tout notre enjeu va être de conserver des liens sociaux, de les cultiver, malgré
ces gestes barrières, malgré cette privation d'embrassades, de contacts et de bars, de restos, de salles de spectacle, de culture. Donc tout cela va être un petit peu singulier. Et dans ces gestes barrières, finalement, notre optique a été, dès le début de la crise, nous on a ouvert notre cellule de crise le 25 février, donc très en amont, hein, c'était 10 jours avant que Macron aille au théâtre pour nous dire qu'on pouvait vivre normalement et qu'il n'y avait aucun souci, 15 jours avant qu'il entonne son discours martial sur la guerre contre le Covid. On s'est attaché à faire vivre d'abord la solidarité, et notamment effectivement par la distribution alimentaire, à faire vivre la lutte contre l'isolement en organisant des chaînes de téléphone pour les personnes âgées, en organisant une plateforme de solidarité qui s'appelle Voisins Voisines, où il y a 2500 personnes qui se sont proposées pour ici faire des masques, faire du soutien scolaire, faire des courses, faire juste de la liaison téléphonique. Tout ça, c'est organisé. Et puis, effectivement, dans ce début de déconfinement là, nous avons travaillé très en amont avec le réseau des autorités de mobilité, avec le gouvernement, pour pouvoir préparer ce nouveau terme là, d'urbanisme tactique, qui est en fait se dire que les transports en commun, leur capacité va être réduite de moitié au moins, en fait plus, parce qu'ils ne vont pas réussir à monter à 100% de leur capacité de véhicules circulants, et qu'en plus, on condamne une place sur deux à l'intérieur. Et que donc, ce que nous voulons éviter, évidemment, c'est le retour à l'autosolisme, et d'avoir une ville paralysée dans des voitures avec des gens tout seuls dedans. Et donc, proposer de la place pour les piétons et proposer de la place pour les vélos dans ce réamorçage d'une vie un peu publique. Donc, nous avons tracé à l'échelle du territoire, c'est avec le syndicat de mobilité, avec les communes alentours, la métropole, 18 km de nouvelles voies cyclables qui sont transitoires, et qui vont permettre finalement d'absorber ces flux. On a aussi travaillé avec les grosses entreprises pour s'assurer qu'elles continuent le télétravail, que tout cela, évidemment, c'est fondamental, qu'elles lissaient les horaires de travail pour ceux qui viennent bosser. Mais effectivement, cet urbanisme tactique là sur les pistes cyclables, l'accompagnement vélo avec des ateliers de vélo, des ateliers supplémentaires de location de nos métro-vélos, notre système de vélo libre-service, des trottinettes qui vont être mises en œuvre avec une charte très stricte dans leur usage, sans doute la plus stricte de France, mais donc alors que pour l'instant on était plutôt prudent, là nous jouons là-dessus parce que la comobilité va être importante, laisser les voitures dans les parkings alentours et puis continuer avec d'autres moyens de transport. Donc tout ça fait partie d'un plan où, notamment devant les commerces, il va falloir élargir les transports, parce qu'il va y avoir des queues qui vont sortir des commerces. Et puis surtout, devant les écoles, ça faisait partie de notre projet politique de toute façon, mais là, du coup, on y va un peu plus vite sur la piétonisation devant d'écoles, pour permettre aussi d'avoir des écoles qui soient en lien avec le quartier. Donc voilà, c'est tout un espace. Il y a un espace d'adaptation du service public qu'on est en train de faire, d'adaptation de l'espace public, toujours avec cette prudence sanitaire et cette solidarité pour toutes et tous, et en particulier pour les plus fragiles qui nous animent. Merci beaucoup. Pour élargir peut-être un peu le regard, Charles-Adrien, en tant que bureau d'études, enfin, membre de bureau d'études, quelles expériences intéressantes de résilience as-tu pu voir sur certains territoires, peut-être avec lesquels tu travailles? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour toi, une commune ou un territoire est résilient face aux crises? Et pour élargir encore plus, avec le rapport dont j'ai parlé dans l'introduction, que tu as rédigé sur les mesures pour pour rester en dessous des 1,5 degrés, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée des mesures dont vous parlez dedans, qui sont intéressantes pour créer justement des territoires résilients de ce type? Ouais, bonjour à toutes et à tous. Déjà, pour commencer mon propos, je ne suis pas forcément complètement à l'aise avec l'idée d'être résilient face aux crises. En fait, la situation là, c'est qu'effectivement, il y a une crise sanitaire, il y a quelque chose qui était imprévu et qui arrive et qui oblige à repenser très rapidement
avec une notion de rupture entre le système qu'on avait avant et le système qu'on a dans cette période-là. Et être résilient face à ça, ça veut dire retrouver la normale le plus tôt possible, alors que on dit régulièrement que le système qui engendre ce genre de crise est une anormalité et est justement quelque chose qui va continuer de les engendrer. Moi, le sujet sur lequel j'essaye de travailler au quotidien, c'est d'empêcher justement que des crises arrivent. Et donc, la question n'est pas tant d'être en capacité de se remettre de ces crises, mais de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, en tout cas qu'elles aient le moins d'impact possible. Donc, qu'on ne soit pas dans un système permanent de gestion de l'après-crise et de la sortie de la crise, mais plutôt d'avoir une vie douce et heureuse en essayant d'avoir des crises les plus atténuées possibles. Et pour moi, ça, c'est toute la question des enjeux systémiques, que sont notamment le dérèglement climatique et le déclin de la biodiversité. Et pour moi, un territoire qui serait à même de répondre de manière très résiliente à la crise sanitaire actuelle n'est pas forcément capable de répondre ou d'anticiper ces problèmes systémiques. Il faut aussi faire attention aux solutions qu'on va apporter. Comme le disait Éric Piolle, effectivement, la distanciation ne doit pas être une perte de liens sociaux ou autre. Là, en fait, si on analysait de manière un peu trop rapide la situation, on se dirait que les transports en commun sont quelque chose de néfaste finalement. Alors que je crois au contraire que dans les enjeux qui nous attendent, c'est important d'être en capacité de continuer d'assurer du déplacement et de le faire de manière commune dans un certain nombre de situations. Donc, si je voulais dire quelques éléments, c'est plutôt quels enseignements nous donne la période que l'on vit. C'est déjà, premièrement, que on tire des conclusions, à mon avis, un peu trop hâtives. La situation sanitaire va engendrer vraisemblablement une crise économique, mais aussi probablement des crises sociales, liées notamment au fait que l'on va peut-être pas produire assez de ressources, et on commence à avoir des prémices de ça. Et donc, c'est quelque chose qui va durer plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et avec des rebondissements un peu différents, et qui ne seront pas que liés à la situation actuelle de comment est-ce qu'on distancie les personnes pour éviter la propagation d'un virus. Donc, les territoires, pour moi, qui s'adaptent à ça, ce sont les territoires qui connaissent leur vulnérabilité, et qui connaissent leur vulnérabilité présente et celles qui vont advenir en fonction des situations que l'on pressent en termes de dérèglement climatique. Si on n'en prend qu'une, ce serait l'augmentation des sécheresses ou des canicules. Ça, c'est des éléments que l'on commence à voir poindre de manière de plus en plus régulière. La question va être qu'est-ce que je mets en place pour que ces situations qui vont devenir en fait la normalité et pas la crise ne soient pas impactants sur mon territoire et que mes citoyens puissent vivre décemment dans ces conditions-là. Un des enjeux, c'est évidemment l'alimentation pour tous. Là, c'est aussi un des enjeux qui remonte avec cette période-là. Et donc, localement, ce que l'on voit, c'est des personnes qui se réapproprient par des plans alimentaires territoriaux, par exemple, donc des territoires qui se réapproprient par des plans alimentaires territoriaux, par le fait de réinstaller des ceintures maraîchères et donc de la production locale directe des consommateurs, des producteurs aux consommateurs, mais sans passer par des intermédiaires internationaux, etc. L'enjeu pour moi, et qui est aujourd'hui encore très, très difficile à prendre, c'est de savoir comment est-ce que l'on permet à ces citoyens de vivre dans un monde qui ne dépasse pas 2 degrés de réchauffement climatique. Et donc, qu'est-ce que l'on doit mettre en place maintenant pour que les gens puissent avoir ce comportement vertueux qu'on attend d'eux? Aujourd'hui, c'est toujours un peu la problématique qu'on a entre des mesures systémiques ou des mesures individuelles. Aujourd'hui, un individu qui veut fonctionner avec des comportements qui n'engendrent pas trop d'émissions de gaz à effet de serre ne le peut pas parce que la plupart des territoires ne sont pas préparés à ça, ne sont pas adaptés à ça. Moi, je travaille essentiellement sur des territoires ruraux et aujourd'hui, quand vous avez 40 minutes en voiture nécessaires pour aller voir le premier personnel soignant du coin, vous ne pouvez pas dire que ces personnes-là ne sont pas dépendantes des gaz à effet de serre et donc de leur voiture individuelle pour le faire. Et ça, c'est une question de comment est-ce que l'on rapproche les citoyens des services essentiels. Quels sont ces services essentiels?
Et donc, voilà, un certain nombre d'éléments qui sont à prendre en considération. Peut-être pour terminer sur deux choses. La première, qui je trouve est assez, un enseignement de ce que l'on voit là, c'est la nécessaire solidarité entre les territoires. On se rend compte qu'il n'y a pas, la question c'est pas est-ce que c'est bien d'être en milieu urbain ou en milieu rural, mais que l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Que vous avez eu ce qu'on a appelé des fuites, mais un certain nombre de personnes qui sont allées se réfugier dans les milieux ruraux pour vivre une situation plus tranquille dans cette période de confinement. Et donc, il y a nécessairement une solidarité entre les deux et un certain nombre de ponts qui sont à créer. Beaucoup de territoires le font par le biais de différents niveaux, mais c'est quelque chose qui doit se renforcer au maximum. Et le deuxième élément, pour revenir à la question climatique, c'est que quoi que l'on fasse localement, l'enjeu principal, en fait, il réside dans notre rapport à la consommation. Et ça, c'est l'un des enseignements de l'étude que l'on a fait sur la trajectoire 1,5 degré. C'est qu'aujourd'hui, en fait, en France, plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre des citoyens français sont liées aux produits que l'on achète et qui viennent de l'extérieur, sont liées à un système qui dépend de communication mondialisée, de systèmes d'approvisionnement mondialisés, qui sont responsables potentiellement d'une propagation beaucoup plus rapide de virus tels que celui que l'on a actuellement. Et ça, c'est un peu un impensé parce que l'acteur local n'a pas forcément la main dessus ou très faiblement. Il y a un certain nombre de leviers, notamment via, par exemple, les règlements de publicité, où on pourrait faire en sorte de ne pas trop encourager à la surconsommation. Mais c'est, je pense, l'élément qui va être le plus problématique dans les années à venir. Comment est-ce qu'on diminue notre rapport à la consommation? Là, en situation de confinement, tout le monde a bien vu que finalement, il y avait peut-être un certain nombre d'éléments superflus qui ne sont pas nécessaires à assurer sa vie du quotidien. Pour autant, on ne peut pas considérer que la situation actuelle soit réjouissante. Donc, il faut vraiment repenser à ça et voir comment est-ce que l'on va avoir on peut atterrir sur une trajectoire qui soit beaucoup plus intéressante. Du coup, pour boucler sur le rapport que l'on a fait sur les mesures qui sont dedans, en fait, je vais plutôt parler d'autre chose parce que la concomitance de la réunion fait que hier, nous avons sorti cet outil pour que chacun puisse faire sa scénarisation et se rendre compte des difficultés que ça engendre. Donc, en fait, ce que je vous invite, c'est d'aller dessus. Ça s'appelle mission-climat.io. Et ça permet à chacun de se rendre compte si on veut vraiment être résilient et en fait si on veut plutôt vraiment être adapté et ne pas avoir des crises tous les 6 mois, voilà quelle est l'ampleur des mesures qu'il faut prendre et ensuite comment est-ce qu'on peut accompagner quand on est citoyen, comment est-ce qu'on peut accompagner les politiques locales pour tendre vers ces mesures-là. Merci beaucoup. Oui, en effet, les interventions viennent de le confirmer, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà pressenti un peu, même s'il y a des mesures très intéressantes qui sont en train de se mettre en place sur pas mal de territoires. Ça ne suffit pas face aux crises qui nous attendent et on a vraiment besoin de développer une vision plus globale de ce qu'on doit créer pour être prêt, pour créer un monde différent. Et ensuite, pour pouvoir réfléchir à comment prendre des mesures qui nous permettent d'avancer vers ce monde. Et c'est justement ce que l'association BICI du Pays Basque a tenté de faire avec l'outil Bourouyavé. Élise Dillet, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du territoire basque que dessine cet outil et comment vous, en tant que citoyen, vous avez réussi à le créer? Parce que c'est aussi peut-être une question que les spectateurs et spectatrices peuvent se poser. Quel rôle, moi, en tant que citoyen, citoyenne, je peux jouer dans la transformation de mon territoire? Et comment vous servez de cet outil pour alimenter des campagnes locales, des mobilisations ou du travail de plaidoyer auprès des élus chez vous? Oui.
Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement le projet qui a été élaboré par BICI d'un territoire Eskualeria Bulugabe, donc Pays Basque souverain. Mais d'abord, je voudrais commencer par présenter rapidement BICI. Donc, c'est une association qui a été créée il y a à peu près 11 ans pour prendre part aux réponses apportées aux défis de l'urgence climatique et de la justice sociale. C'est une association basque qui est ancrée sur le territoire du Pays Basque Nord, donc le Pays Basque qui est sur le territoire français, qui est une association non violente, mais qui utilise l'outil de la désobéissance civile, qui mène des luttes au niveau local, mais qui conjugue aussi le local avec le global, puisque on a des chantiers qui dépassent largement les frontières du Pays Basque, par exemple les faucheurs de chaises contre l'évasion fiscale, les décrocheurs de portraits Macron pour dénoncer la politique climatique du gouvernement, ou le lancement de la dynamique Alternativa. Voilà, donc c'est dans le cadre de notre travail qu'on a eu l'idée d'écrire le projet de territoire Eskualeria Bulugabe. Donc Eskualeria, ça veut dire Pays Basque, et Bulugabe, ça veut dire souverain. Donc Bulu en basque, c'est la tête, la personne, et Yabé, c'est maître ou maîtresse. Donc Bulugabe, ça veut dire à la fois maître de soi et puis également souverain. Voilà, donc c'est la définition, l'écriture de ce projet, c'est un objectif qu'on s'était fixé en 2016 dans notre feuille de route. Donc on avait souhaité, on s'était dit qu'on allait écrire un projet de territoire souverain, soutenable et solidaire, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, donc BICI impulse ou participe à des campagnes dans des domaines très très divers. Donc ça va être en faveur de la pratique du vélo, contre l'évasion fiscale, pour l'accueil des migrants, contre le suremballage. Enfin, on a vraiment des domaines d'action très divers. Et si pour nous, toutes ces campagnes ont une cohérence, cette cohérence, elle n'était pas toujours très, très claire et très, très bien perçue, enfin vraiment perçue par les gens de l'extérieur. Donc, on a souhaité justement mettre vraiment en valeur cette cohérence. D'autre part, BICI, depuis toujours, travaille sur, on dit qu'on fonctionne sur deux jambes, donc la jambe de la dénonciation, donc dénonciation de tout ce qui est mortifère pour l'humanité, pour le climat, mais également, la deuxième jambe, c'est les propositions. Et autant les images de nos actions circulent pas mal, on est assez connus pour nos campagnes de dénonciation, mais toutes ces campagnes, elles sont accompagnées de propositions. Et donc, pour nous, écrire le projet Bulugabe, c'était aussi donner, justement, organiser toutes ces propositions, donner une vision globale de ce monde qu'on propose, que l'on promeut. Et du coup, par là même, c'était mettre à disposition des acteurs de notre territoire un projet global qui pourrait influencer les décisions concernant l'avenir de ce territoire. Et d'autre part, on s'est dit aussi que ça pouvait être une source d'inspiration pour d'autres territoires qui souhaitaient aussi construire un modèle de société soutenable, relocalisé et gérable par la population. Donc, ça a été pensé comme une boussole pour BICI, bien sûr, mais plus largement pour tous ceux et celles qui voudront s'en saisir. Voilà. Donc, je vais vous lire maintenant la définition qu'on en a donnée dans notre feuille de route qui résume bien le projet qu'on a pu ensuite élaborer. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu comment on a fait pour l'élaborer. Voilà, donc BICI doit avoir comme perspective de travailler à la définition et à la construction d'un territoire en transition ayant comme perspective l'Eskualeria Bulugabe, donc Pays Basque souverain, visant sa souveraineté énergétique, alimentaire, économique, citoyenne et culturelle, pour permettre une société soutenable, relocalisée, gérable par la population qui y vit, solidaire des autres territoires et des autres continents. Dans cette co-construction, BICI doit porter le message de la sobriété énergétique complémentaire au développement des énergies renouvelables, des modifications des régimes agricoles et alimentaires, de réorientation de l'économie et d'un nouvel imaginaire collectif à brève échéance. Nous devons travailler au renforcement des alternatives existantes qui contribuent à créer un tel Pays Basque, à leur mutualisation et à interaction, à leur changement d'échelle et au développement des alternatives qui manquent, dans tous les domaines, énergie, agriculture, transport, logement, culture, fêtes, éducation, communication, consommation,
distribution, recyclage et réparation, finance et monnaie, normalisation de l'euskara, la langue basque, accueil des migrants et migrantes, gestion des quartiers, etc. Nous devons grignoter le système actuel des initiatives et alternatives locales, prenant chaque fois plus de place et de poids. Voilà, donc c'est comme ça qu'on avait défini ce projet. Voilà, maintenant je voudrais revenir un petit peu sur l'idée de pourquoi l'échelle du Pays basque. Alors, pour nous, le territoire, c'est à notre avis, le territoire, c'est vraiment l'échelle la plus pertinente pour avoir une politique de lutte efficace contre le changement climatique et développer la résilience. Alors, j'ai bien aimé ce qui a été dit sur la résilience. Effectivement, c'est plus diminuer la prise qu'on peut avoir aux crises. Donc, les crises à venir, on sait qu'on en aura. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises au niveau local. Et nous, notre territoire, c'est le Pays basque. Alors, construire un projet de territoire souverain, ça ne signifierait pas que le Pays basque se construirait tout seul, indifférent à tout ce qui l'entoure. Le Pays basque, ça n'a jamais été un isolat, c'est un lieu de passage, une terre d'immigration, pendant longtemps une terre d'émigration. Et notre territoire, il est en interaction, il est interdépendant des autres territoires et il doit le rester. Et pour nous, on considère que développer notre souveraineté, c'est diminuer sa dépendance, mais c'est aussi accueillir l'interdépendance, qui est une notion très, très importante. Par contre, on est quand même dans un territoire particulier. On a une culture de lutte militante qui est très, très ancrée depuis longtemps. On a la volonté, l'énergie de prendre en main notre destin. Donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se sont montées au Pays basque. Et du coup, par certains côtés, le Pays basque, ça peut être vu aussi comme un laboratoire d'alternatives et qui ensuite ça pourrait bénéficier au plus grand nombre. Voilà, donc alors comment est-ce qu'on a procédé? Donc on a constitué une équipe qui a travaillé sur un premier document qui s'est intitulé Eskualeria Buru Jabe, donc Pays basque souverain, reprendre possession de nos vies. C'est articulé donc en 9 chapitres, voilà, agriculture et alimentation, transport, sobriété, réemploi, réapparition, recyclage, commun, solidarité, partage, relocalisation, énergie renouvelable, et puis 2 chapitres qui sont un petit peu particuliers, donc un chapitre sur l'écoféminisme, parce que donc l'écoféminisme qui est une pensée qui établit des liens entre l'exploitation de l'environnement par l'humanité et l'oppression des femmes par les hommes, il nous a semblé que c'était une analyse qui pouvait vraiment offrir des perspectives fécondes pour la construction d'une autre société qui serait basée sur le respect de chacune et de chacun et le respect bien sûr de notre environnement. Et enfin, le dernier chapitre qu'on a appelé les alternatives territoriales, c'est tout le travail qu'on mène auprès des élus et des instances territoriales pour vraiment intégrer dans les politiques et dans les actions qui sont menées au niveau du territoire tous les éléments de la transition et de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc à chaque fois, pour chaque chapitre, il y a une partie constat et analyse et puis une partie pistes et solutions sur à la fois ce qui est déjà mis en place sur notre territoire, mais ce qui est mis en place ailleurs et qui pourrait être mis en place sur notre territoire, ce qu'il faut soutenir, développer, les manques, etc. Voilà. Donc, ce premier document, il a été envoyé à plein de gens, des membres de BICI, mais aussi des personnes ressources dans différents domaines. Et tout ça, ça a été discuté, digéré et puis intégré ou pas, jusqu'à la rédaction d'un document qui a été édité à l'occasion de Alternativa 2018 à Bayonne. Et le village Alternativa donc, était organisé en 9 quartiers qui correspondaient aux 9 chapitres du document. C'était donc en fait ce village Alternativa, c'était une déclinaison pratique, concrète du projet Buru Jabe. Voilà. Donc ce projet, il a été édité, mais c'est pas un projet fini en fait, parce que notre objectif, c'est pas d'arriver à un document final, à un document terminé, bien bouclé. C'est en fait d'emmener le plus de gens possible dans cette réflexion, dans cette dynamique.
Et c'est pour ça que, en fait, depuis 2018, donc on recueille toutes les réactions par rapport à ce document, mais aussi on fait un travail de socialisation du document pour que le plus grand nombre de gens s'en saisissent. Voilà. Donc après, voilà, ce document, depuis qu'il existe, depuis qu'il a commencé à être travaillé, depuis 2018, c'est vraiment notre boussole et notre source d'inspiration dans toutes nos campagnes. Alors, je ne vais pas citer toutes les campagnes, mais par exemple, BICI a énormément contribué à l'élaboration du PCAET, du plan climat air énergie territorial. Et tout ce qu'on a proposé, essayé d'impulser, c'était vraiment des choses qui venaient de Esqualeria Boulouiabe. Un autre exemple, l'une de nos dernières campagnes qui a eu lieu pendant le confinement, qui s'est appelée Confiné mais motivé. On a en fait proposé chaque semaine une série d'actions à réaliser en période de confinement pour reprendre possession de nos vies avec des actions simples et réalisables par tous. Et tout ça, c'était directement inspiré du document Esqualeria Boulouiabe. Voilà, donc j'ai essayé de dire un petit peu rapidement ce que c'est, mais voilà, donc je vous remercie. Merci. Oui, alors pour toutes les personnes qui s'y intéressent plus, le mieux c'est de tout simplement le lire parce que c'est en effet un document assez long et complexe, difficile à présenter comme ça en quelques minutes. En tout cas, merci pour ce petit aperçu de ce que les citoyens peuvent faire pour participer à la vie de leur territoire, et une autre commune où le rôle des citoyens et citoyennes est très important, c'est la commune de Kingersheim. Laurent Rich, votre commune, elle est connue pour ses mécanismes de démocratie continue. Chez vous, les citoyens et citoyennes sont consultés, conseillent et accompagnent la mise en œuvre de politiques locales sur le climat et le thème de l'énergie. Pourquoi et comment est-ce que c'est important pour vous que les citoyens et citoyennes soient inclus dans ces processus de construction du monde d'après? Alors, je pense que c'est important, ça a été dit un peu par les prédécesseurs. On ne sait pas comment on va sortir de cette crise, mais en tout cas, ce qu'elle nous aura appris, c'est que la démonstration qui est faite, et j'espère qu'il va encore être faite un bon moment, c'est que les acteurs locaux ont pris une part importante dans la gestion de la crise actuelle. Et comme le disait Eric Piolle tout à l'heure, système très descendant de l'État, peut-être un peu nécessaire sur certains aspects, mais en tout cas, ce sont bien les acteurs du terrain qui ont mis en œuvre un certain nombre de démarches, d'actions, de solidarité, de prise en compte de problématiques qui n'étaient pas forcément prises en compte, qui ont été solidaires, qui ont fait fonctionner l'économie locale, peut-être de façon un peu forcée dans le cadre du confinement, mais tout ça s'est mis en place et aux côtés des collectivités locales. Et donc, il faut en effet continuer à impliquer là où c'est pas fait les habitants et les citoyens au plus proche des préoccupations. Kingersheim est une ville qui est engagée, je crois, comme Grenoble d'ailleurs, dans un processus qui s'appelle Citergie, qui est un processus qui permet aux collectivités en France accompagnées par l'ADEME de performer un peu leurs actions sur la question énergie-climat. Et une de nos actions, ça a été de dire que cette transition sur les questions enjeux climat, elle ne pouvait se faire qu'en impliquant les habitants sur les différents sujets. Et là, il est clair que si on veut aller plus loin sur ces questions, sur ces sujets, il faut qu'on continue à être dans ces démarches. À Kingersheim, on a pris l'habitude de partir des fois de préoccupations très propres aux habitants eux-mêmes pour pouvoir les mettre dans des dispositifs de participation, de coproduction. Et puis, on a cherché au fur et à mesure à les amener sur des réflexions plus larges, sur différents sujets qui concernent pas forcément leur quartier, leur quotidien, mais ça a été dit par la personne qui vient intervenir sur le Pays Basque. On a mis en place un comité participatif autour de la question des migrants, de la question des seniors, des plus fragiles, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Et donc, je pense que il faut qu'on puisse continuer à travailler avec les habitants sur ces différents sujets, que la résilience, même si je ne sais pas encore comment on va pouvoir la mener, elle puisse se faire avec les habitants au plus près, au plus proche des préoccupations. Ce que je peux vous dire, c'est que pas plus tard qu'hier, j'étais avec mon équipe avec laquelle on a mené la campagne électorale qui vient de se dérouler il n'y a pas très longtemps.
Et on s'est dit, on se faisait une visio parce qu'on est en attente d'installation. Et avant les élections, donc on avait fait un peu le bilan de ce qu'on mène dans cette commune de Kingersheim depuis plusieurs années, que ce soit sur la question énergie-climat ou sur la question de la démocratie participative. Pendant la campagne, on a mené des axes programmatiques. Et puis hier, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? C'est très bien ce que l'on a mis en place, mais comment on va pouvoir affronter ce qui est devant nous? Alors avec des questions climatiques dont on savait qu'elles allaient nous tomber dessus un jour ou l'autre. C'est-à-dire que là, on a un peu abandonné la question climat pour l'instant parce qu'il y a la question sanitaire qui a pris le dessus. Mais la question climat, elle est très importante. Dans notre région, comme dans pas mal d'endroits, ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu quasiment de pluie. On vit une sécheresse importante. On a des problèmes sur notre forêt. On est obligé d'abattre des arbres parce que les troncs sont secs et ils risquent de tomber à tout moment. On sait que la question de la pollution dans la plaine d'Alsace entre les Vosges et la forêt noire est une vraie préoccupation. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par le transport. Et notre axe de la vallée d'Alsace est un parcours avec un fort trafic de la dorsale Hambourg-Barcelone qui fait monter des camions portugais, espagnols du sud au nord pour amener des primeurs sur les pays du nord de l'Europe. Et on se dit, alors que tout ça vient de s'arrêter, que du coup, on s'aperçoit que le climat est un peu plus sain, un peu plus serein, tout ça va redémarrer et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'était une des questions qu'on s'était posées sur quels sont les sujets sur lesquels il va peut-être falloir qu'on accélère, sur lesquels on travaille plus fortement. Eric Piolle a évoqué tout à l'heure la question du vélo. On a un conseil participatif sur la place du vélo dans notre commune qui a commencé à travailler avec un certain nombre d'habitants et des associations militantes sur cette question-là. Cette semaine encore, j'étais avec un des collaborateurs de la mairie pour dire voilà sur quoi on peut peut-être accélérer un peu plus rapidement sur la question de l'après-crise. Est-ce qu'on quelque part, c'est pas aussi une opportunité pour nous de lancer de nouvelles actions. On a vu ce qui se faisait d'ailleurs dans certaines communes comme à Grenoble ou dans des communes dans le monde. Mais on se dit qu'il faut qu'on renforce et il faut qu'on accélère un certain nombre d'actions dans le cadre, par exemple, de l'incitation et de la sensibilisation à la pratique du vélo. Alors, c'est pas forcément les infrastructures, hein, c'est aussi des dispositifs. On souhaitait, c'était dans notre programme municipal, mettre en place un centre ressources vélo sur ces actions-là. Donc, il faudra qu'on l'avance, mais toujours avec les habitants parce que cette question de la transition, de toute façon, qui est crise ou pas crise, elle ne peut se faire que si on embarque les habitants. Nous, on est une ville périurbaine, on touche la ville-centre de Mulhouse, qui est de 120 000 habitants. Notre commune, elle fait 13 500 habitants. Les gens, ils viennent surtout pour vivre et ils travaillent par ailleurs. Et forcément, les mécanismes sont toujours un peu les mêmes. Hein. On a tendance à reprendre la voiture, on a tendance à aller rechercher le loisir un peu loin de chez soi. On va dans les commerces qui sont en périphérie. Du coup, il faut qu'on accélère la réflexion sur ce sujet-là et qu'on regarde quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser pour le faire. Alors, on a bien sûr quelques idées. D'ailleurs, on a hâte que cette crise soit derrière nous. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, il faut qu'on engage ce dispositif. Mais la question, il y a cette expression agir local, penser global, elle est très importante. Je crois que tout à l'heure, on parlera peut-être un peu justement de la question du rapport, la place de l'État, la place des collectivités, des acteurs locaux. Je pense qu'il faut en effet qu'on avance très rapidement là-dessus. Nous, on a l'expérience du pays qui est à côté. Je ne fais pas du tout d'adhésion au modèle allemand, mais on a un système fédéral qui est de l'autre côté du Rhin à côté et qui peut nous inspirer beaucoup dans un pays très centralisé comme le nôtre. Merci beaucoup. Là, on a vu pas mal d'exemples de territoires qui font des choses intéressantes et qui peuvent nous permettre de penser plus grand, d'aller plus loin. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas sur une majorité de territoires. C'est ça le problème actuellement, c'est que les alternatives ne sont pas encore la norme. Zoé, l'avocat, quels sont les freins ou les leviers qui peuvent être actionnés pour mettre en place la résilience dans les territoires? Et est-ce qu'il y a des freins qui peuvent expliquer que justement, il y a pas mal de territoires où c'est encore difficile? Et d'ailleurs, depuis le début, on parle des territoires comme une évidence, mais est-ce que c'est l'échelle la plus pertinente ou en quoi c'est une échelle pertinente pour répondre à ces questions justement? Oui, merci beaucoup déjà d'avoir organisé cette conférence autour de la question de la résilience des territoires.
Donc, quand on parle de résilience, effectivement, on parle donc de anticiper une crise, on parle de s'adapter à une crise, on parle aussi de rebondir à une crise. Et là, la crise sanitaire que l'on voit, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et la question, c'est par rapport à la crise climatique, qu'est-ce que peuvent faire les territoires? Comment est-ce qu'ils peuvent anticiper et comment est-ce qu'ils peuvent atténuer le plus possible les émissions de gaz à effet de serre? Donc, ce que montre de manière globale cette crise sanitaire, c'est les liens très forts qu'il y a avec la crise climatique et donc l'importance et l'urgence d'agir pour réorienter profondément le système de production, le système de consommation, comme l'a dit Charles-Adrien tout à l'heure, de manière générale, tout le système industriel, économique, de mobilité, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est donc que les collectivités territoriales peuvent et doivent agir. Quand on parle de collectivités territoriales, on parle à la fois des communes, mais aussi des intercommunalités, des régions et des départements. Et en fait, toutes ces échelles-là ont des compétences pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la crise climatique. Il y a un chiffre un peu symbole, un peu phare, qui est que 50% des émissions de gaz à effet de serre en France sont issues des décisions prises directement et indirectement par les collectivités. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une collectivité, elle réduit les émissions de gaz à effet de serre en créant une piste cyclable, voilà, parce que du coup, il va y avoir moins de voitures, donc du coup, il va y avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est directement. Mais indirectement aussi, parce que par exemple, quand elle va faire de l'aménagement du territoire, et donc dire, je vais mettre un centre commercial à tel endroit, en fait, de mettre ce centre commercial à tel endroit, ça va induire des déplacements, et du coup, indirectement, il va y avoir des émissions de gaz à effet de serre. Plus précisément, je vais donner un petit peu des exemples. Donc, on a déjà pas mal vu sur la question du transport, l'agriculture et l'alimentation et des liens que ça peut avoir avec la crise d'aujourd'hui. Je vais donner donc des exemples sur 4 secteurs. La collectivité, premier secteur, peut agir sur les transports. Et les transports, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, comme on l'a vu avec Monsieur Piolle, c'est une question très forte avec la question de la distanciation physique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour adapter le transport à la crise sanitaire? Et là, les communes et les intercommunalités ont des compétences, donc c'est-à-dire elles peuvent mettre en place des pistes cyclables. C'est aussi l'intercommunalité qui est l'autorité organisatrice de la mobilité, donc qui va gérer les transports en commun. La région peut développer des trains, donc voilà. C'est vraiment un secteur sur lequel les collectivités ont beaucoup de compétences et qui est vraiment en lien avec les crises de manière générale. Le deuxième secteur, dont Charles-Adrien parlait tout à l'heure, c'est la question fondamentale de l'agriculture et de l'alimentation. Aujourd'hui, on s'en rend compte, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour toutes et tous avoir accès à une nourriture de bonne qualité, et les collectivités ont une compétence là-dessus, notamment, donc on a parlé tout à l'heure de ces ceintures maraîchères, mais aussi par exemple via la restauration collective, puisque du coup ce sont les collectivités qui sont en charge notamment de la nourriture dans les cantines scolaires par exemple. Et ça, en quoi c'est important? C'est important parce que ça permet à la fois aux agriculteurs locaux d'avoir des débouchés, parce que du coup, ils peuvent vendre leurs produits potentiellement à la mairie, mais ça sensibilise aussi profondément les personnes, parce qu'il faut changer radicalement notre manière de consommer aujourd'hui pour que demain soit résilient. Et concrètement, pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, la majorité viennent de l'élevage. Donc en fait, l'important aujourd'hui, quand on parle de résilience d'un point de vue climatique, l'objectif, c'est de manger moins carné, et d'où l'importance d'avoir une restauration collective, du coup, qui aille dans ce sens-là. Donc, on a vu le transport, on a vu l'agriculture et l'alimentation. Un autre secteur qui est important de développer aujourd'hui en tant que collectivité territoriale, c'est la question de l'énergie, et notamment comment est-ce que je fais pour ne plus être dépendant des autres pays. Donc, on a parlé de cette histoire d'indépendance. Comment est-ce que je fais pour avoir mon autonomie énergétique? Comment est-ce que je fais pour être solidaire avec les autres territoires? Les collectivités territoriales, aujourd'hui, peuvent développer les énergies renouvelables, donc le solaire, l'éolien sur leur territoire, et c'est vraiment quelque chose de fondamental dans les années à venir, pour des questions d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour des questions d'autonomie. Et quand on parle aussi d'énergie, il faut parler de la question des bâtiments et de la rénovation. Il faut savoir que les bâtiments, en fait, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. Pourquoi? Alors, c'est parce qu'en fait, nos bâtiments ne sont pas rénovés, et du coup, ce sont des passoires énergétiques. Donc, concrètement, on consomme, on ouvre notre chauffage, mais en fait, la chaleur s'en va dehors, donc on consomme une énergie qui ne sert à rien. Et concrètement, ça, ce sont des personnes qui, du coup, vont être dans des logements qui, ont des factures énergétiques très fortes, et 2, ont froid, puisque du coup, c'est une passoire.
Et là, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en temps de confinement, eh bien, ces personnes qui sont dans des situations de précarité énergétique, comme elles sont chez elles, eh ben, comme nous tous, hein, on a plus la lumière allumée, on a plus le chauffage allumé parce qu'on est tout le temps chez nous. Donc, en fait, pour ces personnes, en période de confinement, la situation de précarité énergétique s'aggrave. Donc, il est important et fondamental aujourd'hui qu'en tant que collectivité territoriale, on fasse un plan massif de rénovation en haute performance. Pour terminer, je voulais parler un petit peu de l'aménagement du territoire. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc, cette question que les collectivités, par des décisions d'aménagement, peuvent influencer directement sur, premièrement, les déplacements, mais aussi sur la qualité du sol, puisque plus on bétonne, plus on va construire, plus on bétonise, et plus il y a d'artificialisation. Et ça rend aussi le territoire moins résilient aux crises climatiques. Donc là, j'ai dit que les collectivités ont plein de pouvoirs pour rendre son territoire plus résilient. Mais effectivement, il y a plusieurs freins. Je ne veux pas tous les citer, mais pour donner quelques idées, le premier, c'est le manque de financement. Le manque de financement, de manière générale, premièrement, les collectivités sont en première ligne pour faire face à la crise du coronavirus, là, mais de manière générale pour mener la transition. Et du coup, il est important qu'elles aient des financements qui soient ciblés spécifiquement pour lutter contre le dérèglement climatique et des financements qui permettent de faire face à l'ampleur de cet enjeu. Deuxième problème, c'est qu'elles ont aussi des financements qui sont souvent sur du court terme. Typiquement, on va avoir une enveloppe pour la construction d'un parc photovoltaïque. OK, mais du coup, cette enveloppe, elle est juste pour un projet précis. Elle ne permet pas d'avoir une vision sur le long terme et de vraiment construire une stratégie de financement plus lointaine. Et dernier problème, c'est notamment la question du fonctionnement, parce que les collectivités territoriales ont un certain plafond, elles ne peuvent pas dépasser un certain nombre de financements pour le fonctionnement. Sauf qu'en fait, une politique bien menée, une politique ambitieuse, c'est une politique qui nécessite des moyens humains et qui nécessite du coup du fonctionnement. Donc si demain, on veut vraiment une politique ambitieuse au niveau local, il faut augmenter les financements pour le fonctionnement. Donc ça, c'était le gros problème financement. L'autre gros problème, c'est une question qu'a évoquée notamment Élise tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a aussi des collectivités qui manquent de connaissances et manquent d'informations. Parce que concrètement, elles veulent bien agir pour le dérèglement climatique, elles veulent bien agir pour plus de résilience, mais en fait, elles ne savent pas par où commencer. Elles ne savent pas quelles sont les compétences, quels sont peut-être même les secteurs les plus émetteurs en termes de gaz à effet de serre. Donc, en fait, là, c'est important d'apporter des consignes claires, un cadrage, d'apporter des trajectoires, des scénarios, comme a pu le faire d'ici, pour dire, ben voilà, vous, en tant qu'élus, vous pouvez faire des choses. Et nous, citoyens, potentiellement, ben, on voudrait vous proposer ça, ça, ça. Ensuite, quand on parle du coup de levier, quand on parle de frein, il faut effectivement dire que même si les collectivités peuvent agir, toutes les échelles comptent. Et fondamentalement, tout ne se passe pas à l'échelle locale. Et en fait, aujourd'hui, le gouvernement et l'État a son rôle à jouer et c'est nécessaire que l'État suive et cadre toutes ces politiques-là. Premièrement, l'État, il doit donc aider les collectivités par un cadre méthodologique clair, leur donner un cap. Donc aujourd'hui, c'est la stratégie nationale bas carbone, la politique pluriannuelle de l'énergie, plein de sigles, mais en fait qui donnent un cap. Il faut que l'État se force à maintenir ce cap, puisqu'aujourd'hui, on est en dehors du clou. Il faut qu'il donne les moyens aux collectivités pour parvenir à leurs ambitions. On parle de l'État, mais il faut aussi parler, par exemple, de l'Union européenne, qui a son rôle à jouer, puisque aujourd'hui, l'Union européenne, par exemple, finance les régions. Donc vraiment, c'est pas parce que les collectivités locales ont un rôle à jouer qu'elles doivent être seules face à cette transition et à cette question de résilience. Donc vraiment, il faut penser toute cette articulation-là et vraiment avoir une vision systémique, comme le disait Charles-Adrien Louis tout à l'heure. Pour les questions de mondialisation, la collectivité locale, elle n'y peut pas grand-chose. Par contre, l'État, il peut intervenir sur les questions de CETA. Donc en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que face à la crise actuelle, l'occasion nous est donnée de vraiment repenser profondément les systèmes de production agricole, industrielle et les services, et de les rendre plus justes socialement et acceptables. Et donc, c'est vraiment un temps fort qu'aujourd'hui, les collectivités doivent saisir. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a fait un tout petit premier tour avec tous nos intervenants et intervenantes. Donc, on peut passer à une partie un peu plus interactive maintenant. On a déjà beaucoup de questions intéressantes dans le chat. J'espère qu'on va avoir assez de temps pour en traiter au moins une bonne partie. L'idée, c'est que aussi
vous, intervenantes et intervenants, vous pouvez rebondir un peu les uns sur les autres pour qu'on rentre dans une vraie discussion et pas seulement des réponses, questions-réponses un peu stériles. N'hésitez pas à poser aussi des questions entre vous. Ça peut être intéressant. Et donc, je commence avec une première question qui a été remontée dans le chat. Par rapport à la démocratie, comment assurer la continuité démocratique dans le contexte de l'après-crise? La personne qui a posé la question se pose la question de s'il n'y a pas un vrai risque qu'au nom de l'efficacité des mesures nécessaires, de prendre des mesures nécessaires pour rebondir, le côté participatif qui devrait quand même jouer un rôle dans nos systèmes politiques soit un peu laissé de côté. C'était surtout adressé à voilà, Monsieur Riff, je vous laisse commencer. Je crois que non, je pense qu'il faudra, enfin, en tout cas, il faudra éviter que ça se produise comme ça. Enfin, la démocratie, c'est pas une thématique, c'est une façon c'est un état d'esprit, c'est impliquer les habitants. Enfin, en tant qu'élu, pour moi, c'est un mode de gouvernance. Et on a fait l'expérience dans notre commune que ce temps démocratique, cette démocratie continue, elle était nécessaire dans notre quotidien, dans notre action, indépendamment et en amont de cette crise. On a eu quelques médias qui sont intéressés à ce qui se passe dans notre commune et sous l'impulsion du maire sortant, Josh Pillol, que vous connaissez peut-être, qui très souvent nous ont dit oui, mais c'est bien ce que vous faites, mais vous perdez pas un peu de temps pour mettre en place des projets avec ces histoires de conseils participatifs, de comités de pilotage, etc. Et à chaque fois, on leur dit non, tout le temps qu'on passe en amont à partager avec les habitants la complexité, à faire de la formation, de l'information, à tester des processus, à travailler sur des scénarios avant d'arriver au conseil municipal et de délibérer sur des choses qui sont faites. C'est toujours pour nous du temps efficace. Et je prends très souvent cet exemple et le maire sortant, Josh Pillol, disait très souvent, par exemple, moi, une pétition est une chance pour moi. Des habitants qui viennent et qui râlent et qui disent, oh, je vais faire une pétition. Et le maire disait toujours, bah, faites la pétition et on va vous mettre autour de la table. Et on montre que certaines fois, on a pu perdre du temps quand autrefois on impliquait moins les habitants, qu'on mettait en place un projet ou qu'on lançait la ville dans une action et qu'on avait des résistances et qu'on faisait du rétropédalage et qu'on était obligé de tout reprendre. Donc non, cette question du temps démocratique et du temps long, parce que le temps démocratique, c'est un temps long, il faut l'admettre, c'est comme ça, il doit toujours être au cœur de nos préoccupations. Et même dans cette période de crise et de l'après-crise, même si peut-être qu'il faudra accélérer sur un certain nombre de choses, sur la question économique, sociale et environnementale, il faudra la conserver. Alors peut-être que pour nous, ça va peut-être un peu plus facile entre guillemets. Je reste très modeste par rapport à ce que l'on fait parce qu'il y a peut-être des choses qui sont enclenchées. On a déjà des habitants dans notre commune qui sont engagés, mais non, il faut conserver ce temps qui est nécessaire. Et surtout, ne tombons pas à cause de cette crise et de la nécessité d'en sortir peut-être le plus vite possible, ne retombons pas sous le diktat du temps court. C'est très important de conserver ces démarches. Des réactions? Oui, peut-être une réaction de ma part. Sur la démocratie, je pense que d'abord nous sommes dans une période très singulière où presque le peuple est confiné et les élus sont suspendus. Et donc finalement, il ne reste plus que Macron et Édouard Philippe gérant la crise dans leur bureau. Et donc nous, en tout cas, on a voulu réintroduire une logique institutionnelle pour qu'on ne peut pas faire une démocratie sans élus. Donc nous avons été une des premières villes, la deuxième après Rennes, à reprendre la vie institutionnelle, le conseil municipal, et dès le début de la crise, je réunissais toutes les semaines les présidents de groupes du conseil municipal. Ça, c'est fondamental. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans débat public et sans élus. Et puis, il faut penser aussi à la suite, et nous sommes lancés dans une consultation aussi des Grenoblois qui va prendre forme très probablement autour des travaux de Bruno Latour
et de ce questionnaire qui invite à une introspection, à une sorte de renaissance en disant qu'est-ce qu'on veut conserver, ce à quoi on tient, pourquoi on est prêt à se battre, qu'est-ce qu'on veut défendre, qu'est-ce qu'on a envie de transformer, et finalement socialiser tout ça, le faire d'abord individuellement mais aussi collectivement pour dessiner les contours de l'après. Et je crois que dans cette phase de grande incertitude, où les inégalités sociales ont été montrées de façon exacerbée et en plus se sont accentuées, parce qu'évidemment, ceux qui ont dérouillé, c'est tous ceux qui avaient des petits boulots précaires qui ont disparu du jour au lendemain. Donc c'est un élément fondamental de la suite. Et il y a cette montée d'une envie culturelle. C'est d'ailleurs ce que montraient les premiers sondages du confinement, avec cette envie de peut-être de relocalisation, cette envie autour de l'alimentation, et même de relocalisation industrielle. Et je crois que cela est un point d'appui intéressant pour la suite, dans une phase où le combat va être violent. On voit, là, il y a Loïc Lefebvre-Préjean qui nous explique que la baisse de la consommation de pétrole n'a rien fait pour les gaz à effet de serre et la pollution, donc le pétrole n'est pas le problème. Donc on voit toute une novlangue qui continue de pousser ses avantages, les dividendes des entreprises, etc., etc. Donc soyons clairs, la période qui vient va être une période aussi qui va être très conflictuelle en termes de projets de société. Merci. Pour peut-être reprendre un peu cette idée d'égalité, d'inégalité, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le fait de se concentrer sur l'échelle locale pour apporter une réponse aux crises, ça ne creuse pas les inégalités aussi entre les territoires qui ne sont pas tous égaux face aux crises? Et comment on peut, dans cette situation, s'assurer d'une certaine égalité entre les territoires et donc entre tous les citoyens et citoyennes en temps de crise? C'était une question piège? Non. Oui. Moi, je pense qu'on a déjà sur le périmètre local, ça a été évoqué par Zoé tout à l'heure, on a les acteurs locaux, hein, on a l'ensemble des acteurs qui permettent de travailler à cette péréquation. Normalement, l'intercommunalité est le premier maillon qui doit permettre ce niveau de péréquation sur un territoire. Les départements et les régions sont là, donc je pense que c'est déjà par le prisme déjà des différents acteurs locaux qu'on peut organiser cette péréquation et éviter justement qu'il y ait ces fractures entre les différents territoires. Mais là aussi, le gouvernement, de façon plus globale, a aussi cette responsabilité sur l'animation d'un certain nombre de politiques publiques. Voilà, je pense qu'on doit continuer en tout cas, on doit continuer à réinvestir encore plus fortement les espaces de coopération intercommunaux, départementaux, régionaux, pour pousser plus fort justement les fers des différents enjeux qui sont devant nous et de veiller justement à ce que les coopérations se fassent du mieux possible. En tout cas, moi, je sais que de façon, à mon niveau, de façon locale, j'essaye de m'investir très fortement sur l'espace intercommunal parce que je crois que c'est déjà là que Pour continuer, l'interdépendance avec d'autres entités. Au niveau du territoire, on doit pouvoir prendre en charge tout ce qui à notre niveau peut être pris en charge.
ce qui, et du coup, je réponds un petit peu aussi à la question précédente, mais ce qui ne supprime pas du tout les questions de solidarité, de choses qui doivent être menées au niveau de l'État. Mais ce territoire que l'on construit, c'est un territoire qui est en interdépendance avec les autres. On voit bien avec la question de la crise sanitaire un pays ne peut pas gérer la question du Covid tout seul sans prendre en compte le fait qu'il a des pays frontaliers et que du coup il est en relation avec d'autres pays. Voilà. Donc en fait, c'est la question de la dépendance et de l'interdépendance, c'est être vraiment chacun maître de nos destins, prendre en compte, prendre en charge tout ce qu'on peut faire à notre niveau, mais dans la relation avec les autres, la solidarité avec les autres, les échanges. Voilà, mais c'est quoi ces échanges? Là, on parlait tout à l'heure, Monsieur Rich, vous parliez tout à l'heure des camions qui passaient chez vous, qui passent aussi chez nous. Est-ce que c'est vraiment des échanges pertinents et est-ce que c'est ça qu'il faut garder, d'avoir des légumes qui traversent l'ensemble de l'Europe pour diminuer des coûts, alors que chacun devrait pouvoir développer sa souveraineté alimentaire. Mais la question des échanges, elle doit continuer. Voilà, je pense qu'on ne fera jamais pousser du cacao au Pays Basque, ni du café, et qu'il y a plein de gens qui voudront continuer à manger du chocolat et du café. Voilà, donc que les échanges, ils soient vraiment... voilà, tout ce qui ne peut pas être produit sur place pourra être échangé, mais ce qui doit être produit sur place doit être produit sur place. Voilà. Oui, tu voulais réagir? Ouais, merci. Je voulais réagir en fait à cette question de est-ce que finalement, en période de crise, il faut qu'on soit réactif. On n'a pas le temps en fait d'avoir une consultation citoyenne. Et en fait, ça a déjà été dit par Monsieur Rich, hein, mais l'importance d'inclure les citoyens pour avoir une politique locale, premièrement, adaptée, deuxièmement, appropriée, et troisièmement, qui tienne le coup sur le temps long, c'est fondamental. La concertation avec les citoyens, elle est importante parce que, premièrement, il y a cet enjeu de justice sociale. Quand on parle de transition climatique aujourd'hui, on a l'impression que c'est des choses qui peuvent être violentes, qui peuvent être pour des classes privilégiées, etc. Et du coup, c'est fondamental de penser les mesures qu'on va mettre en place avec les citoyens pour justement s'assurer que ces mesures-là sont comprises, sont adaptées aux besoins de toutes les populations du territoire. Donc, il y a vraiment cet enjeu de justice sociale. La deuxième chose, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que travailler et faire de la co-construction avec les citoyens, ça permet aussi d'avoir des idées et en fait des nouvelles mesures à mettre en place et d'avoir un vrai dialogue qui permet de faire émerger à plusieurs, collectivement, des choses auxquelles on ne penserait pas forcément si on faisait cette politique tout seul. De fait, une politique qui est pensée pour et avec les citoyens, elle permet de gagner du temps sur le temps long et sur l'adaptation, sur comment est-ce que cette politique va évoluer, va s'adapter au contexte et va être maintenue dans le temps. Voilà, c'était ce que je voulais un petit peu rajouter sur l'importance de l'inclusion des citoyens. Merci. S'il n'y a pas de réaction, j'ai une question qui s'adresse à Éric Piolle, d'une personne qui a l'impression que la plupart des mesures que vous avez décrites tout à l'heure, c'était quand même des idées ou des concepts qui étaient du développement de quelque chose qui pouvait déjà être un peu dans les tuyaux depuis un certain moment, des idées dont on a déjà entendu parler, et qui demandent s'il y a aussi des mesures qui ont pu être mises en place, qui sont vraiment en rupture avec ce qui a été fait avant, suite à un changement d'esprit dans la situation actuelle. C'est vrai que les mesures que nous proposons là sont des mesures qui sont finalement dans la continuité de ce que nous proposons depuis 2014, avec un changement de rythme qui est nécessaire à cause du Covid,
Mais de fait, notre ligne depuis le début, c'est d'accueillir l'incertitude et donc de développer une capacité d'apprentissage face aux crises, de ne pas avoir effectivement cette dimension de ce qu'on pouvait, cher Adrien, je crois, parler tout à l'heure de cette résilience qui revise juste à revenir au système d'avant en permanence. Au contraire, on s'est porté dans cette acceptation de l'incertitude qui fait qu'on apprend. Ça veut dire qu'en janvier 2017, quand il y a eu un risque de délestage électrique en France, c'est-à-dire qu'on a eu un risque de coupure à certains endroits, au lieu de serrer les fesses et d'espérer que ça passerait, nous avons informé les immeubles dont l'électricité pouvait être coupée si jamais il y avait délestage, que ce délestage pouvait arriver, et ça a engendré des solidarités de voisins et de voisines, de quartiers, puisque nous avions prévu d'ouvrir des lieux publics chauffés, et que finalement, ça donne une capacité d'action supplémentaire. Donc dans cet accueil de l'incertitude, il y a une ouverture d'esprit qui fait que on n'essaie pas juste de protéger la société telle qu'elle est, mais on est en train d'essayer de former le projet de société que l'on veut, à la fois en termes de solidarité, de lutte contre l'isolement, de contribution collective, individuelle et collective au territoire, et de cette interdépendance avec les territoires voisins. En 2022, Grenoble produira suffisamment d'électricité renouvelable avec notre producteur local, dont nous sommes actionnaires majoritaires, pour couvrir l'équivalent des besoins des Grenobloises et des Grenoblois en électricité. 100% renouvelable, ni fossile ni nucléaire. Donc tout ça se met en place dans un projet, de même que notre plan alimentaire de territoire vise à montrer cette interdépendance entre les zones urbaines et les zones rurales, et à créer ces liens de proximité qui donnent du sens, et que notre projet d'agriculture urbaine qui se développe et s'accentue, on l'a vu pendant la crise d'ailleurs, c'est aussi pour se nourrir, hein, c'est un contact à la terre, c'est aussi pour se nourrir, et il y a une troisième dimension qui est que ça crée un autre rapport à l'alimentation, et donc plus on fait de l'agriculture urbaine, plus on est aussi sensible au fait d'acheter auprès de producteurs locaux, de maraîchers, à la capacité du territoire à installer des fermes. On a installé une première ferme urbaine, on va bientôt en installer une deuxième. Nous avons acheté 50 hectares là, de terre pour pouvoir acheter installer des nouveaux maraîchers. Donc il y a tout cet écosystème qui se met en place, qui est une sorte de nouveau partenariat entre la société civile active qui construit plein de projets et les institutions qui s'occupent au nom du territoire d'un certain nombre de biens communs et qui doivent avoir un cap là aussi très clair. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole quand vous voulez réagir. Sinon, il y a une question pour Charles Adrien. C'est sur la coopération urbain-rurale dont tu as parlé tout à l'heure. Quels sont un peu les exemples de coopération qu'on peut imaginer de ce type pour faire avancer le changement de système? Alors, quels sont les exemples de coopération? Si on veut schématiser, le milieu urbain, il y a des gens, il y a de la richesse. Le milieu rural, il y a de la place. On se rend compte que dans certains cas, on aime bien avoir de la place, et dans certains cas, on aime bien pouvoir être plus efficace, plus en lien et en interdépendance sans arrêt. Un des sujets qu'on évoque, c'est la transition énergétique. C'est le fait de produire localement de l'énergie renouvelable. C'est l'exemple que prenait Eric Piolle. C'est évident que les grands centres urbains ne peuvent pas, sur leur territoire, produire cette énergie. En revanche, ils ont la capacité ils ont des outils qu'ils peuvent utiliser, ils ont des moyens qu'ils peuvent utiliser, et donc ils peuvent se mettre en lien, en partenariat avec des territoires plus ruraux qui, eux, ont plus de place et en fait de capacité à le faire. C'est quelque chose que en fait existe depuis très longtemps. Depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on fait ça avec l'alimentation. On ne produit quasiment plus rien à Paris pour se nourrir. Tout est importé. Et donc, il y a une forme de solidarité qui existe dans un sens plus que dans l'autre, d'ailleurs, peut-être.
du fait qu'on nourrit effectivement les gens qui n'ont plus cette capacité locale de production. Sauf que si on ne crée pas de partenariat, si on ne crée pas de lien entre ces agriculteurs, par exemple, locaux et les centres urbains, et ben on se retrouve en fait dans ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire que on ne s'intéresse finalement plus trop à est-ce qu'on est en train de créer des conditions de pérennisation, on va dire, d'un système localement, ou est-ce que par l'intermédiaire des marchés, on va s'approvisionner au plus offrant, et donc on se retrouve dans une situation où quand il y a un problème sanitaire, quand il y a un problème économique ou autre, ben finalement on n'a plus la capacité de s'approvisionner dans une ressource qui nous semblait essentielle. Et donc c'est là-dessus où il peut y avoir de la solidarité qui se crée. Les partenariats, c'est aussi par divers outils. Alors ça peut être de démocratie participative à une échelle de la communauté de communes ou communauté d'agglomération, par exemple. Ça peut être par des outils type les monnaies locales. Avec une monnaie locale sur un périmètre restreint, on est en train de s'assurer d'une forme de non-fuite des capitaux et du fait que ce que l'on met, notre outil d'échange économique entre des individus sert à favoriser l'écosystème local. Et donc ça c'est un outil aussi qui crée du lien entre local et rural. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'intéresser. Enfin, quand je dis ça, c'est souvent de proximité. Il faut se rendre compte que je pense que Grenoble, c'est certainement un bon exemple du fait que dans la métropole de Grenoble, vous avez des territoires qui sont finalement très ruraux, d'autres, le centre-ville de Grenoble qui est très urbain, et il y a de la solidarité qui peut se créer par l'outil qu'est la métropole. Et vous en avez dans tous les territoires. Et après, on peut imaginer un échelon qui soit un peu plus global et qui est lié. C'est quelque chose qui est interpellant parce que on a vécu cette situation-là. C'est que, je sais plus, je crois que c'est 20% des Parisiens sont partis se réfugier dans leur résidence secondaire, si on peut dire, qui est très souvent pas dans un milieu urbain, mais dans un milieu un peu plus à la campagne ou autre. Comment est-ce que ces citoyens-là agissent pour soutenir l'économie locale de leur résidence secondaire finalement? Comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer? Comment est-ce qu'ils peuvent continuer de dynamiser ça? Quel lien ils peuvent faire pour que restent ouverts les commerces là-bas qui leur semblent intéressants quand eux sont sur place, etc. Donc, je pense qu'il y a des formes qui existent, des formes publiques qui existent. Par les individus, ça existe aussi. On a tous notre levier. Enfin, qu'est-ce que l'on fait de notre argent? Est-ce que quand on a de l'argent, on le laisse dans les banques et on attend de savoir qu'est-ce que la banque va faire avec? Ou est-ce qu'on l'investit localement dans l'économie réelle, des territoires que l'on veut soutenir, etc. Et en fait, comme ça, on peut faire profiter ce qui nous semble intéressant de développer. Zoé? Oui. En fait, je voulais réagir aussi à la question en fait, qui a été posée à M. Piolle, qui était la question de, en fait, finalement, à quel degré les mesures qu'on met en place actuellement en temps de crise sont dans les tuyaux ou alors sont vraiment exceptionnelles. Et du coup, Alternativa et le réseau Action Climat, on a mené un travail d'enquête, on va dire, auprès de plein de collectivités territoriales pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'elles font en temps de crise et qu'elles n'avaient pas prévu à la base. Et notamment, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qu'on porte en tant qu'ONG, en tant que mouvement militant citoyen pour le climat. On a des mesures qu'on porte et qui, là, dans cette situation de crise, ont été mises en place par les collectivités alors qu'avant, elles n'étaient pas mises en place. Et du coup, pour donner des exemples concrets, donc là, on parlait de cette histoire de création de pistes cyclables, d'urbanisme adaptif. Donc là, c'est effectivement des villes qui vont créer des pistes cyclables parce qu'il y a la crise du coronavirus. Et donc là, c'est un exemple typique d'une mesure qu'on attendait et qui est mise en place. En plus concret, il y a aussi toute cette question de toutes ces collectivités qui ont aidé, soutenu la mise en place d'AMAP, d'épiceries locales, qui ont fourni par exemple des locaux pour permettre aux producteurs d'avoir un espace pour distribuer leurs légumes, qui ont créé, je ne sais pas, des plateformes en ligne pour faire des commandes auprès des producteurs locaux. Donc ça, typiquement,
c'est des choses qui sont nécessaires pour la transition et qui, là, ont été mis en place de manière exceptionnelle pour faire face à la crise sanitaire. Un autre exemple de mesure un peu une alternative importante qu'on porte, c'est l'éclairage public. Là, aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les rues. Et typiquement, il y a des villes qui ont décidé d'éteindre leur éclairage public, en tout cas sur certains tronçons, donc ça dépend. Et ça, c'est typiquement aussi quelque chose que nous, on propose et qu'on défend parce que l'éclairage public, c'est de la consommation et en plus, c'est une part importante du budget. Donc, non seulement ça permet de faire des économies d'énergie, mais ça permet de faire des économies de donc, c'est pour montrer un peu aussi que là, ce moment en fait de crise, c'est un moment qui est aussi propice à mettre en place des alternatives qui doivent être maintenues dans le temps et qui doivent être développées sur plusieurs territoires et pas juste être des expérimentations à un instant T sur un territoire. Oui, super. Oui, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la diffusion, l'élargissement de la majorité culturelle qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que évidemment, nous avons mis en place des axes intercommunaux à vélo depuis 2014, évidemment développer l'agriculture urbaine, l'agriculture territoriale. Sur la publicité, nous avons arrêté notre contrat avec Deco dès 2014. Là, on avait voté en février à l'échelle intercommunale un plan qui est le plus ambitieux de France, hein, avec interdiction de toute publicité supérieure à 4 mètres carrés. Ce qui veut dire que dans les 2 ans, on va faire disparaître plus de 600 panneaux de 8 mètres carrés et 12 mètres carrés qui ornent aujourd'hui l'entrée de la métropole. Donc tout ça correspond à notre projet politique. Mais quand vous voyez qu'à Lyon, Gérard Collomb demande des pistes vélo, là où il était radicalement contre avant, qu'à Montpellier, ça bouge aussi. Donc vous voyez que en fait, il y a plein de territoires qu'à Saint-Étienne, le maire LR de Saint-Étienne qui se lance dans des pistes de cyclades transitoires. Donc, vous voyez qu'il y a plein de gens qui étaient jusqu'à présent très réfractaires et qui basculent. Et donc, il ne faut pas sous-estimer cette diffusion culturelle, cet élargissement du socle commun aujourd'hui qui vient toucher beaucoup plus de gens autour de l'alimentation, autour de l'industrie locale. Tout ça, je crois, a fait un saut pendant ce temps-là. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, pour toutes les personnes qui nous regardent, on essaie de regrouper au maximum les questions qui se ressemblent pour en poser un maximum. Ayez patience et si votre question ne passe pas, c'est par manque de temps et pas par méchanceté. Il y a apparemment beaucoup de personnes qui se posent des questions sur comment pousser leurs élus locaux à prendre des mesures ambitieuses et donc comment contrer des arguments qui porteraient justement sur des questions de compétences, que maintenant c'est de toute façon l'intercommunalité qui décide, donc ils ne peuvent pas, ou des questions de budget manquant. Comment faire face à ça pour leur demander quand même des changements importants dans les politiques. C'est très large comme question, hein, donc je pense que tout le monde peut répondre un peu. Moi, Laurent Riche, je ne sais pas si je peux répondre à la question, mais en tout cas, essayons de fonctionner grâce à Alternativa, par exemple, et à d'autres mouvements qui nous permettent de créer des interactions entre des groupes sur l'ensemble du territoire national. Essayons de faire fonctionner les réseaux, les échanges. Moi, je vois au sein des collectivités, ce sont les collaborateurs de la ville qui, dans le cadre du processus Synergie dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel on est engagé, vivent des échanges en réseau avec d'autres collaborateurs, d'autres collectivités. En amont des élections municipales, on a eu beaucoup d'échanges avec plein de collectifs qui se lançaient dans la course aux élections et qui nous ont contactés. Certains sont déplacés, d'autres qu'on est allés rencontrer. Je pense qu'il faut continuer, il faut entretenir ça. Cette dynamique pour partager. Il n'y a pas de secret industriel dans nos pratiques. Hein. Il faut qu'on avance le plus rapidement possible les uns les autres. Donc, partageons et échangeons. Et en tout cas, moi, je sais qu'à titre personnel, je le dis toujours, je reste modestement à disposition pour contribuer, pour échanger. Je pense que c'est déjà le minimum qu'on puisse faire et profitons d'échanges comme ce que les plateformes que vous pouvez, par exemple, nous proposer, Alternativa ou d'autres organisations. Élise ?
Oui, donc nous, à BC, on travaille énormément pour que justement les élus ils prennent en compte tous les défis de l'urgence climatique. Donc, je voudrais donc citer en fait la campagne qu'on a faite dans le cadre des élections municipales, où on a demandé à l'ensemble des listes candidates de s'engager sur un pacte de métamorphose écologique avec 8 points, avec des engagements voilà, assez des vrais engagements sur des points de transition. Et à partir de ça, en fait, donc, on a vraiment fait un travail très important de socialisation. On a, pour faire connaître ce pacte, pour que tous les citoyens demandent aux listes qu'ils soutenaient de signer ce pacte. Et ensuite, on a vraiment fait savoir qui avait signé le pacte. Voilà, donc alors là, le processus a été un peu interrompu, beaucoup interrompu par la crise, mais ce travail-là avec les élus futurs, on va le continuer aussi. Et on travaille aussi sur la tenue des engagements par rapport aux engagements qui ont été pris. Et les élus qui ont pris des engagements et qui ne les tiennent pas, on le fait savoir à la population. Voilà. Les élus, ils sont là pour représenter les citoyens et les citoyennes. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et les citoyens et les citoyennes, c'est nous. Donc, tout ce travail d'interpellation, d'accompagnement et également quand les choses elles vont pas dans le bon sens, il faut le faire savoir et il faut mettre un petit peu d'aiguillon. Ben, ça, c'est quelque chose qui peut se faire partout et nous, on en voit les fruits chez nous. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait ailleurs, hein. Voilà. Merci. Zoé, tu voulais réagir aussi? Oui, c'était pour rebondir sur ces exemples dans la continuité de comment est-ce qu'en tant que citoyen je peux me mobiliser. 2 exemples concrets. Nous, avec le réseau Action Climat et Alternativa, on porte une campagne qui s'appelle Alternative Territoriale, avec des groupes locaux un peu partout en France. Et en fait, ces groupes locaux, on les forme à faire du plaidoyer et à créer potentiellement un rapport de force avec l'élu pour mettre en place des mesures structurantes pour le territoire. Un autre exemple aussi de campagne concrète qu'on peut rejoindre, c'est le Pacte pour la transition. Donc, le Pacte pour la transition, c'était 32 mesures qui forment un pacte qu'on signe avec le candidat ou la candidate aux élections municipales et du coup qui permet au candidat et à la candidate de s'engager à mettre en œuvre ces mesures. Donc, en fait, il y a des choses qui existent. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la question se pose de comment est-ce que je fais moi en tant que citoyen pour influencer la politique locale, il y a premièrement le plaidoyer local. Et ça veut dire que en tant que citoyen, je peux et vraiment j'ai le droit d'aller voir mes élus, d'aller voir les services techniques de ma mairie ou de mon interco et de dire ben voilà, je voudrais une réunion, je voudrais avoir un temps d'échange pour proposer telle et telle mesure. Et ça, c'est vraiment un travail de plaidoyer, donc c'est-à-dire un travail d'influence, de dialogue, d'échange, etc. Et si les personnes et si les élus locaux sont peut-être un peu réfractaires, et ben du coup, on peut aussi créer un rapport de force. Et du coup, c'est toute la question de comment est-ce que je fais une stratégie de campagne. Donc, le rapport de force, ça peut être une marche pour le climat, ça peut être un débat, ça peut être une action de désobéissance civile. Mais voilà, du coup, en tout cas, les citoyens peuvent agir sincèrement. Et il faut savoir que la plupart du temps, en fait, les élus ne sont pas spécialement réfractaires. Ils sont plutôt demandeurs, en fait, d'avoir des inputs et des conseils de la part des citoyens. Donc, faut pas s'auto-censurer, en tout cas, pour agir à l'échelle locale. Charles Adrien, je pense que ça a dégagé toute une vague de réponses, c'est super. Donc, Charles Adrien, je te laisse continuer. Ouais, je vais abonder dans le sens de Zoé. La question était, on veut que nos élus mettent en place des mesures plus ambitieuses. Mais déjà, en quoi est-ce que les mesures ne sont pas ambitieuses? Il faudrait voir de quoi est-ce que l'on parle. Et est-ce que si elles sont plus ambitieuses, on est prêt à les mettre en place? Soi-même, est-ce qu'on est prêt à les accepter? Ce qui n'est pas forcément une évidence, en fait.
Pour moi, le rôle du citoyen, c'est de participer à la vie locale et pas d'attendre que l'élu prenne la décision que lui, il a dans sa tête, mais qu'il ne l'a jamais dite. Donc pour ça, il faut la formuler, son idée, il faut aller la voir, faire du plaidoyer, il faut rassembler des gens autour de cette idée et il faut accepter qu'on vit dans un système démocratique et qu'un système démocratique, il accepte l'opposition d'idées. Et donc, c'est pas parce qu'on a la meilleure idée que c'est évident que c'est notre idée qui doit être mise en place. Il faut qu'il puisse y avoir échange, débat avec les personnes qui ont d'autres opinions pour voir si c'est franchement la chose à mettre en place. Alors, quand on est dans une situation d'urgence, on se dit oui, mais je sais que j'ai raison parce que je me suis documenté, etc. Peut-être que ça veut dire que une des priorités, c'est de s'assurer d'un bon niveau d'information sur les différents sujets qui nous occupent. Pour ma part, c'est le changement climatique, mais on peut avoir d'autres préoccupations, et donc s'assurer que tout le monde ait accès à cette connaissance et puisse se prononcer de manière intéressante. La Convention citoyenne pour le climat, c'est une très bonne démonstration de ça. Les personnes qui sont autour de la table sont des personnes qui sont censées être représentatives, qui n'avaient pas le même point de vue au début, mais qui ont échangé ensemble, qui ont eu de l'information pour construire une idée, une opinion cohérente. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de s'impliquer finalement dans les alternatives que l'on veut voir émerger. C'est combien de fois, si vous demandez, je vais plutôt prendre comme ça, si vous demandez aux gens et aux gens qui portent des alternatives s'il vaut mieux un grand centre commercial en périphérie ou des commerces de proximité, ils vous diront que les commerces de proximité sont beaucoup mieux. C'est un point de vue qui peut se comprendre, sauf que si derrière le comportement de ces gens-là, c'est d'aller s'approvisionner au centre commercial parce que quand même c'est plus pratique, et puis parce que le jeudi j'ai piscine après et que du coup ça m'arrange bien parce que c'est sur la route, etc. Mais en fait, on est en incohérence avec ces idées. Donc, avant de porter des mesures ambitieuses et avant de se dire qu'elles sont potentiellement applicables partout, il faut se demander dans quelle mesure moi je suis prêt déjà à les soutenir, et quand mon maire, quand les élus locaux, municipaux, intercommunaux mettent en place quelque chose, les aider, entre guillemets, à ce que celui-ci soit approprié par tout le monde, soit compris, qu'il diffuse, et parce que c'est ça qui va encourager les gens à changer. Si tous les aménagements tactiques qui sont mis en place là sont complètement pris en main par les citoyens, ils se pérenniseront. S'il n'y a aucune réponse et que les gens préfèrent s'entasser dans leur voiture et faire des bouchons de centaines de kilomètres, c'est évident qu'on va revenir à un système du tout voiture. Donc c'est là aussi où il faut savoir jouer tactique quand on est citoyen et pas compter que sur les élus pour faire l'aménagement tactique. Eric Piolle. Oui, peut-être 3 volets pour comment on peut interagir avec ces élus locaux. Moi, je me suis engagé très tard dans la vie politique, à 37 ans, donc c'était pas mon projet de vie, et donc j'ai vécu cette partie militante pendant l'essentiel de ma vie, et puis j'ai basculé dans la sphère publique, institutionnelle, en me disant qu'il fallait pas y laisser ceux qui avaient prévu d'y être depuis toujours. Il me semble qu'il y a évidemment ce plaidoyer local qui est important, mais il y a 2 autres volets qui sont tout aussi importants. Un qui est lié à l'action concrète, c'est-à-dire développer l'agriculture urbaine, monter des stages de remise en selle de vélo, développer tout ce qui lie en fait la dimension de solidarité et la dimension d'environnement. On va retrouver ce projet d'écologie politique, et ça concrètement parce que ça crée dans l'action, en fait, on diffuse une culture. Dans l'action, on oublie un peu chacun d'où on vient et on est capable d'agir ensemble, de faire ensemble, de se découvrir, d'avoir cette curiosité, de faire tomber des barrières et donc de faire évoluer des comportements, d'élargir ceux qui s'intéressent à l'agriculture urbaine ou au mode de déplacement doux ou aux tarifications sociales, etc. Et puis, il y a un 3e volet qui me semble émerger uniquement depuis peu de temps, depuis les marches climat, et notamment sous l'impulsion de ces marches climat, qui est aussi cet engagement citoyen dans les documents cadres de la vie institutionnelle. Et ça, c'est un travail qui est ardu,
parce que le plaidoyer pour dire tiens, voilà toutes les mesures qu'on aimerait bien faire et puis signer, finalement l'interaction est relativement simple. Il y a un gros travail de construction, de solutions, mais on sait à peu près où on va et les ONG et les assos savent à peu près où elles veulent. Les élus, quand ils reçoivent ça, généralement ils disent ok, ils vont pas dire non, je suis contre le vélo, contre l'alimentation locale, contre machin. Donc généralement ils signent. On l'avait vu en 2007 déjà avec le pacte de Nicolas Hulot où tous les candidats de la présidentielle avaient signé sur une transformation après, même s'il y a eu le Grenelle de l'environnement, qui a eu une tentative d'amorce de quelque chose qui était finalement pas transcendantal. Et ce qui change, à mon avis, depuis 2 ans, c'est que les citoyens s'intéressent à des documents qui sont ardus, mais fondamentaux. Le plan air, énergie, climat territorial, ça c'est fondamental. Le PCAET, avoir un niveau d'ambition suffisant, avoir des contributions de citoyens qui s'engagent là-dedans, qui font ce travail ardu, finalement c'est ça qui est un point de passage obligé pour les élus, d'engagement peut-être public, qui deviennent concrets dans des documents cadres. Et ces documents cadres, en fait, c'est eux qui vont être le fil rouge des institutions pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans parfois. Et donc, c'est très important de s'engager là-dedans. Et moi, je crois qu'il faut garder ces 3 volets, hein, le plaidoyer générique, l'action concrète qui transforme les usages et les pratiques et notamment l'espace public, et cette implication au moment des documents cadres pour que ces documents cadres aient un niveau d'ambition qui soit suffisant et qui mette les collectivités sur une trajectoire qui soit positive. Justement, sur cette question de mobilisation qui est nécessaire pour que des citoyens prennent en main ces différents outils et se mettent en lien avec leurs élus. Il y a une question pour Élise. Il y a des personnes qui se demandent comment justement on s'y prend, comment on arrive à mobiliser des personnes qui sont peut-être aussi loin de réflexion politique et peut-être encore plus de politique locale sur des thèmes justement comme le dérèglement climatique, qui est une réflexion à très long terme par rapport à des questions actuelles de crise sanitaire. Donc, la question de la mobilisation, c'est vraiment une question majeure, effectivement. Donc, il y a une question de la mobilisation et il y a la question de la formation. Donc ça, c'est vraiment... et puis également, je dirais, de proposer un imaginaire, c'est-à-dire de donner des perspectives aux gens qui leur donnent envie de changer, qui leur donnent envie d'en savoir plus. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille. Donc, on propose effectivement assez régulièrement des formations. On est beaucoup dans des actions qui vont essayer de rejoindre le public parce que quand on fait passer notre message, on essaye toujours de le faire de manière assez humoristique. Voilà, nos campagnes, elles sont toujours très travaillées derrière, très argumentées, mais on essaye que le message y passe de manière très, très rapide et de manière humoristique. Voilà. C'est ça qui fait qu'on amène pas mal de gens à s'intéresser à ce qu'on fait. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une action humoristique? En fait, juste avant les élections municipales, on a voulu dénoncer le manque d'ambition, enfin l'absence d'ambition du maire de Biarritz sur la question du vélo. Et donc, il y a un certain nombre de militants qui ont débarqué à la mairie de Biarritz, qui est une belle mairie avec un grand hall en marbre, et qui se sont mis à faire du petit vélo et du tricycle dans le hall. Et donc ça, en fait, on l'a filmé, et puis avec donc, les messages qui passaient sur la raison de cette action. Donc, et ça passe dans les réseaux sociaux. Et en fait, les gens comprennent tout de suite le message. Voilà. Donc ça, c'est des...
voilà, ça c'est la manière qu'on a de toucher les gens, mais après ça suffit pas derrière. Il faut vraiment effectivement rentrer dans la question de la formation, de l'accès à la complexité. Et du coup, c'est un travail à très très long terme. Voilà. Et puis, donc, je disais aussi proposer une perspective, un imaginaire, donner envie aux gens de passer à ce monde d'après. Et donc ça se fait avec par exemple, avec des journées Alternativa où on va vivre un moment festif en imaginant le monde tel qu'il pourrait être, un monde qui soit respectueux des hommes et des femmes et de l'environnement. Et ça, on le fait en faisant la fête, en dansant, en chantant, en mangeant, mais en montrant que, voilà, que c'est ça qui nous fait vivre et c'est pas d'avoir le dernier iPhone ou d'être toujours habillé à la dernière mode. Voilà. C'est ce monde-là qu'on a essayé un peu de théoriser ou de mettre en musique dans le document Eskoleria Burujabe. Zoé, un complément? Oui, un complément assez rapide sur l'expérience qu'on a au sein d'Alternatives Territoriales, sur comment est-ce qu'on fait effectivement pour mobiliser sur des questions locales. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le dérèglement climatique, il est visible sur nos territoires. Avant, c'était de l'autre côté de la planète, dans l'hémisphère sud. Maintenant, en fait, on le sent et on le voit tous les jours sur nos territoires. Donc, en fait, premièrement, c'est un sujet qui est déjà aussi beaucoup plus incarné et beaucoup plus territorialisé qu'avant. Et ça mobilise plus. La deuxième chose, c'est aussi que quand on se mobilise à l'échelon local, on a potentiellement un effet concret et direct. Quand on se mobilise, il faut se mobiliser à toutes les échelles, hein, mais quand on se mobilise à d'autres échelles, c'est plus compliqué en fait d'avoir son impact direct. Donc ça, c'est un autre argument de mobilisation, de dire aussi, mais en fait, là, tu peux concrètement permettre la mise en place d'une piste cyclable ou de 2 repas végétariens par semaine. Voilà, donc c'est qu'il y a un côté concret. Et l'autre chose qui est important aussi sur le retour d'expérience d'Alternatives Territoriales, c'est que quand on fait du travail au niveau local, en fait, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts parce qu'on peut aussi bien travailler sur une thématique comme l'électricité, la production d'énergie renouvelable, ou alors travailler sur la publicité parce que les communes ont un pouvoir là-dedans. Donc, on peut couvrir plein de champs et en plus, on peut avoir plein de profils différents. Donc, effectivement, si on est à fond sur les questions de plan climat et être un peu sur des questions techniques, ben, on peut le faire, mais c'est pas obligé. Ça veut pas forcément dire, et vraiment, c'est fondamental, si vous ne maîtrisez pas les plans climat, les plans locaux d'urbanisme et tous les schémas cadres, c'est pas grave. Vous pouvez quand même agir au niveau local. Il y a plein d'autres moyens et du coup, tout le monde peut vraiment trouver une place pour agir au niveau local. C'est pas grave si on n'est pas spécialiste des questions des politiques locales. Merci Zoé. Alors, même s'il n'y a pas besoin d'être spécialiste, il y a quand même des personnes qui se posent des questions un peu concrètes. Par exemple, comment, si on veut s'engager, on peut faire en sorte d'être informé en amont d'un projet climaticide qui serait en train de se préparer, parce que souvent, quand l'info devient vraiment publique et connue par tous, bah, c'est déjà un peu tard pour y faire face. Donc, comment on peut se prémunir de ce genre de situation où la mobilisation arrive à la toute fin, quand normalement, c'est déjà trop tard pour empêcher quoi que ce soit. Compliqué. Oui. C'est rare que finalement l'information arrive vraiment extrêmement tard. En tout cas, s'il y a des élus de la mouvance sensibles à l'écologie dans les institutions, normalement, il y a toujours des choses qui fuitent, il y a toujours des gens dans les services qui donnent 3 infos parce que bah, les collectivités et même les services de l'État ont des agents qui ont des diversités politiques différentes et donc certains peuvent diffuser des informations. Et donc la question, c'est à quelle vitesse on arrive à créer des mobilisations contre certains projets
et comment on arrive à articuler une stratégie qui soit commune entre parfois un combat politique institutionnel et un combat politique sur la place publique. Et donc là, la capacité des acteurs politiques et de la société civile à discuter ensemble, à porter, à être suffisamment, à tisser des liens de confiance suffisamment forts pour pouvoir développer une stratégie commune tout en sachant que chacun reste dans son rôle, est évidemment assez clé dans la capacité à bloquer certains projets. Nous, on a un exemple récent là où nous avons perdu un combat politique pour un vote sur un nouveau centre commercial dans la métropole grenobloise, parce que sans doute, on n'a pas réussi à faire ce travail de terrain auprès du corps électoral, de ceux qui allaient voter vraiment le projet. On n'a pas réussi, qui était pourtant contre finalement en majorité, mais le processus de maturation politique et de la société civile n'a pas permis à ces élus de voter comme en fait ils le pensaient au fond d'eux, et donc ils ont voté pour un projet contre lequel ils étaient. Et on s'est retrouvé là-dessus. Et quelques mois plus tard, pour l'installation d'un cinéma, c'est très récent, ça date de février, l'installation d'un cinéma dans ce centre commercial, nous avons changé de tactique, obtenu un vote à bulletin secret, donc non plus un vote public, mais un vote à bulletin secret de l'exécutif. Et là, il y a eu 22 voix contre et 9 voix pour. Et donc, on avait cette distorsion entre le vote public, tout le monde disait, non, le coup est parti, c'était avant nous, machin, on peut pas arrêter, c'est un projet municipal important. Donc, plein d'excuses en disant, on est contre, certes, mais finalement, c'est un coup parti, donc on laisse faire. Et puis, on sait qu'il y a 40 projets de centres commerciaux en ce moment en France comme cela. Et puis, en fait, une réalité où, quand on arrive à avoir un vote à bulletin secret où les gens peuvent voter comme ils le veulent et non pas sur des considérations politiques différentes, et la majorité s'exprime radicalement différemment. Oui. Quand on arrive après coup, ça peut arriver. Effectivement, déjà, normalement, vous avez potentiellement avoir l'information en amont, mais ça arrive que ça arrive après coup. Il y a d'autres moyens en fait de faire pression, notamment il y a la question de tout ce qui est recours juridique, qui est un levier d'action en fait qui est possible. France Nature Environnement par exemple est assez spécialisé là-dedans. Il y a aussi notre affaire à tous qui fait ça, mais c'est une possibilité d'action en tout cas concrète. La question du volet juridique. On peut aussi porter cette voie à d'autres échelles, c'est-à-dire que si on a tenté avec ce levier-là, il y a souvent d'autres leviers en fait qui peuvent être activés. Si on prend, je ne sais pas, l'exemple par exemple d'Amazon et la question de l'implantation des hangars logistiques énormes sur les territoires, eh ben, on peut avoir à la fois un levier d'action auprès des élus locaux, mais aussi auprès des députés, auprès de la boîte en tant que telle, avec les syndicats. Donc voilà, il faut essayer de trouver aussi les autres acteurs qui sont impliqués autour de ce projet-là et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble de manière générale. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que tout projet a un coût politique. Et en fait, si le projet qui s'installe contre vous, il faut faire en sorte que l'élu, s'il le maintient, ça lui coûte trop. C'est trop compliqué pour lui, il va y perdre politiquement. Et du coup, là, c'est la question de comment est-ce que je fais monter un rapport de force, avec quels outils, avec quels acteurs, comment est-ce que je crée une coalition. Voilà, c'est une question de stratégie un peu plus globale, mais il faut réfléchir en termes de potentiellement coût politique et on peut toujours agir, même si le chantier a déjà commencé, il est déjà mis trop tard en fait pour faire sentir qu'on peut agir et on peut rétro-pédaler. Voilà. Voilà, Adrien, tu voulais rebondir? Ouais, très rapidement. D'une part parce que effectivement, je pense que il existe tout ce qu'il faut pour ne pas être prévenu trop tard. Simplement, il faut s'intéresser en fait à ce qui se passe à la vie locale. C'est extrêmement rare que dans une intercommunalité avec des dizaines de communes, vous n'ayez pas des personnes dans une forme d'opposition ou dans une autre. Et puis, vous avez la presse locale qui est aussi un vecteur d'information, etc. Après, si rien n'existe de tout cela, il faut des formes de contre-pouvoir qu'il faut réussir à développer. Ce que je voulais rajouter surtout, c'est que
pour moi, il y a quelque chose qui est assez fondamental et que l'on voit émerger là maintenant beaucoup avec les plans climat, c'est de réinterroger toutes les décisions budgétaires au regard de leur impact climatique. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait élargir d'ailleurs un peu plus globalement à l'impact sur les écosystèmes, etc. Donc il y a un certain nombre d'études environnementales qui sont obligatoires maintenant dans ces projets-là. Mais c'est peut-être quelque chose que l'on peut porter en tant que citoyen, en tant qu'élu, etc., faire en sorte que les grandes décisions budgétaires en fait soient précédées d'une validation de l'impact et de l'impact positif, on va dire, en termes climatiques en amont de ça. Et en fait, ça va pas sauver les coups partis, mais ça va empêcher que de nouveaux partent plus tard. Et c'est aussi quelque chose qui va faire que moi, j'ai vu trop de projets qui n'ont plus vraiment de sens, qui sont faits parce que c'est effectivement une décision qui a été prise de longue date, que plus personne ne croit vraiment. Mais bon, comme c'était là, on va continuer. Et se donner un nouveau levier qui permet de réinterroger la décision et de se dire, en fait, non, maintenant, dans ce contexte-là, elle est plus du tout logique et légitime. C'est ce qui donne la possibilité de partir noblement, on va dire, et de ne pas engager ce projet sans que ce soit une défaite complète. Je pense qu'il faut, Zoé parlait de coûts politiques de faire ou de ne pas faire le projet. Il faut aussi donner l'échappatoire, c'est-à-dire comment est-ce que l'élu, la collectivité qui va renoncer à un projet et donc qui va choisir autre chose, soit une renonciation, soit un projet alternatif, ce soit aussi une victoire politique pour elle et que ce ne soit pas vu simplement comme une défaite totale, parce que c'est évident que personne ne va encourager et va valider quelque chose qui est une perte. Voilà, c'était juste quelques compléments. Merci. Alors, je pense qu'il nous reste le temps pour une question. Il y en a une qui est peut-être un peu difficile, mais aussi sympathique pour la fin, qui prend justement le contre-pied de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'avancée de la sensibilisation de la population aux questions écologiques. Ce soir, on reste quand même sur un streaming d'Alternativa et on n'est pas sur TF1, donc on n'a pas encore la majorité dans toute la population. Donc, c'est une question qui s'adresse à Monsieur Rich, mais peut-être que d'autres ont envie de répondre aussi, c'est quelles sont les solutions quand on se retrouve dans une situation où la participation citoyenne complique la mise en place de la transition, parce que justement, il y a une grande partie des citoyens qui peuvent être opposés à des mesures de transition ou avoir des réticences par rapport à, par exemple, des projets d'interdiction des voitures dans le centre-ville ou soutiennent certains projets qu'on pourrait appeler climaticides. C'est toute la difficulté de la mise en participation des habitants et des citoyens. C'est là qu'est tout le travail sur la recherche du compromis sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire, on peut pas aller contre les gens, on peut pas faire contre les gens, c'est impossible. Donc ça demande tout le travail qui est nécessaire en amont. Ça me permet un petit peu de, alors je veux pas échapper à la question, c'est pas ça, mais ça me permet de faire le lien un peu avec le point précédent. J'ai pas voulu intervenir tout à l'heure, mais je sais qu'il y a des espaces de participation dans lesquels il faut investir. On a par exemple un conseil participatif plan climat sur notre interco qui a été lancé et qui n'a pas pu permis de continuer parce qu'il y a eu la fin de la mandature, mais qui va reprendre, je l'espère, assez rapidement. Et très souvent, on a des acteurs qui rentrent spontanément, d'autres plus difficilement, certains avec la défiance au départ. Et c'est toujours difficile, donc il y a toujours un temps où il faut arriver à mobiliser les gens au départ. Et puis ce qu'il faut, c'est essayer d'aller chercher le plus largement possible un certain nombre d'acteurs qui vont nous permettre de sortir soit des dogmes, soit des certitudes pour certains, soit de je sais d'avance ce pour d'autres. Et là aussi, à l'échelle de notre commune, sur certains sujets, on a toujours veillé à trouver un équilibre entre les experts, les associations, les mouvements, les collectifs, etc., et les habitants, en faisant toujours en sorte que les habitants qui sont dans le collège habitants, dans le conseil participatif, ne soient pas que des habitants complètement intéressés. Si c'est par exemple l'aménagement d'une rue, on prend des riverains
mais on prend, on l'a fait très récemment, on prend d'autres habitants par tirage au sort pour que on puisse permettre à des gens de trouver l'ensemble, de rassembler l'ensemble, si possible, des parties pour pouvoir essayer d'aboutir du mieux possible sur le compromis qui ira bien. Donc, à chaque fois, l'exercice est toujours difficile. Il y a très peu de sujets. Enfin, moi, j'ai vu très peu de sujets dans notre commune où certains ont été plus simples que d'autres. Mais pour certains sujets, c'était parfois plus compliqué. Puis je pense que un élément qui est important, c'est que même si on aura en face de nous des gens qui seront pour ou des gens qui seront contre, quand on met les gens dans un processus démocratique, il ne faut pas se moquer d'eux. On parle de périmètre démocratique à Cligny-Arsène. Quand on lance une séquence démocratique, on précise le périmètre. Le périmètre, c'est de dire de quoi on va discuter, sur quoi on va travailler et comment on va le faire. Parce que ça, c'est une condition qui peut, j'enfonce peut-être une porte ouverte en disant ça, mais c'est quand même un élément vachement important parce que si on n'est pas au clair sur ce qu'on va chercher au départ et ce qu'on va essayer de construire ensemble, sur lequel on va essayer de trouver des compromis, c'est même pas la peine d'y aller. Et les résistances seront d'autant plus fortes. Donc, cet élément est là-dessus. Je prends un exemple d'un conseil participatif. On a un lieu de culte musulman avec un projet qui devait voir le jour et qui va voir le jour d'ailleurs dans notre commune, qui a été lancé il y a quelques années. Si on était rentré par la petite porte ou si quelque part on avait essayé de monter une séquence démocratique un petit peu, je dirais, orientée, on n'aurait jamais pu aboutir, surtout avec ce qui s'était passé dans notre pays ces dernières années, après les attentats Charlie Hebdo, après un certain nombre de sujets qui avaient créé des cristallisations, des fractures dans notre pays sur cette question-là. On a réussi quand même à monter un conseil participatif et à mobiliser l'ensemble de la participation sur ce sujet. Je ne sais pas si on a réussi à convaincre tout le monde, mais en tout cas, avec toutes celles et ceux qui se sont impliqués sur le sujet, on a réussi à aller jusqu'au bout du processus et atterrir sur un projet qui va se mettre en place dans la commune, qui ne s'est pas mis en place parce que maintenant, il y a les délais de construction qui sont là, mais sur lesquels on a pu aboutir. Voilà, donc ça rejoint un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi accepter d'emmener les habitants dans un temps long pour la réflexion, pour leur faire partager les enjeux, la complexité, les contraintes, et accepter, ça a été dit tout à l'heure, accepter d'entendre toutes les opinions, et à un moment donné, arriver à ramener l'ensemble des acteurs sur un consensus. J'admets que c'est pas facile, mais il faut qu'on ait l'humilité, nous les élus, d'accepter que ça doit parfois être beaucoup plus complexe et que ça peut être parfois très très exigeant. Mais cette exigence, si on la respecte et si on y met les moyens, peut amener, même sur des situations difficiles, même sur des sujets complexes et sur des sujets clivants, à quand même déboucher de façon positive. Merci. Zoé? Ouais, cette question, en fait, c'est la question de la bataille culturelle. C'est la question de comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour convaincre de plus en plus de personnes que la transition est nécessaire. Ça, les gens ont pris conscience maintenant, et encore, c'était pas gagné. Quand on regarde quelques années en arrière, le dérèglement climatique, c'était pas la place principale. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour convaincre les gens et les embarquer dans cette transition-là. Il y a un enjeu de communication, clairement. Et il y a un enjeu, comme disait tout à l'heure Élise, en fait, de créer ce récit. C'est-à-dire de dire, ben voilà, mon territoire, à 1,5 degré, ce sera ça. Ce sera ça, et du coup, ça veut dire qu'il y aura une vie comme ci, on vivra là, on mangera ci, on se déplacera comme ça, et de montrer de manière tangible et concrète ce que c'est que cette transition, et où on va. Du coup, cette question du temps long, exactement, comme disait Monsieur Rich. Donc, il y a la nécessité d'avoir un récit, c'est vraiment aussi potentiellement, même par le dessin, hein, c'est par la musique, c'est par la culture de manière générale qu'il faut créer ce récit-là et embarquer les personnes. Et par le récit et par effectivement aussi d'un point de vue plus concret, plus pragmatique, voilà, donner des exemples de ce que ça veut dire en termes de transformation. Alors effectivement, ce ne sera pas simple, hein, c'est pas évident de donner cette image et d'embarquer tout le monde, mais c'est nécessaire et tout le monde pour le coup peut agir dans ce sens-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par des discussions avec ses proches, que ce soit en commençant par soi, comme disait tout à l'heure Adrien, ben, moi je vais être cohérent et du coup je montre l'exemple. Ah, donc il y a vraiment en tout cas cette bataille culturelle qui doit être menée par toutes et tous pour qu'on puisse aller de l'avant.
Merci beaucoup. Alors, je regarde l'heure et malheureusement, les 2 heures sont déjà quasiment passées. Ça passe trop vite quand on parle de sujets passionnants avec autant de personnes intéressantes. Donc, je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui ont posé des questions et qu'on n'a pas pu reprendre, mais donc clore cette table ronde ici. Peut-être pour tenter une petite conclusion, même si c'est un exercice ambitieux là, après tous ces échanges, je pense qu'on peut retenir quand même l'importance et la pertinence d'agir à l'échelle locale pour faire face aux crises et anticiper et empêcher au maximum ce qui peut nous attendre avec le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et le rôle que chacun et chacune on peut jouer là-dedans en tant que citoyen, citoyenne, en lien avec les différents acteurs, donc les élus, les associations et d'autres acteurs sur les territoires. On a évoqué beaucoup de manières de s'impliquer, donc pour les personnes qui nous regardent, que ce soit en utilisant des outils comme le pacte de la transition qui a aussi été évoqué dans les commentaires, en s'engageant dans des campagnes. Zoé a parlé de la campagne alternative territoriale. Si vous voulez vous renseigner un peu plus, vous pouvez aller sur le site internet Alternativa où il y a aussi une cartographie pour rejoindre des groupes locaux si ça vous intéresse. Et peut-être un petit teasing aussi autour de cette question d'imaginaire à créer. Il y a un document vraiment ambitieux, intéressant, qui va être publié donc sur nos chaînes de réseaux sociaux, Alternativa, Action Non-Violente COP21 demain, autour des imaginaires à créer. Et si on décidait de tout changer, voilà, j'en dis pas plus. Donc, à vous de découvrir ça demain. Donc, je termine là-dessus. Un très, très grand merci déjà à nos intervenantes d'avoir pris le temps ce soir de discuter et de nous partager vos expériences, vos enseignements très, très riches. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis en direct et les personnes qui vont nous regarder plus tard en rediffusion. Et bien sûr, un énorme merci à toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation et ce soir à la diffusion de cette émission. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc, je vous cite merci à Charlotte, à Zoé, à Clémentine, à Juliette, à Chalène, Enora, Gwen, Francesca, Gaëlle, Nina et à Lucas qui étaient à la technique. Merci beaucoup. Très bonne soirée et j'espère pouvoir vous recroiser dès qu'on a le droit à nouveau de sortir. Merci.